humanitaire, Israël qui exige l'évacuation du nord de ce territoire. C'est plus d'1 million d'habitants concernés. On en parle avec notre invité, Younes Belfella, toujours avec nous, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur du Medfocus think tank. Israël qui annonce repousser cette riposte, en tout cas cette intervention sur le plan terrestre. Israël qui avait donné 24 heures, cet ultimatum aux Palestiniens pour évacuer le nord de la bande de Gaza. Est-ce qu'on sait si c'est une question d'heures ou de jours maintenant ? Je crois que oui, parce que effectivement, la détermination israélienne concernant cette opération, ça se voit et ça se prépare depuis presque une semaine. La décision elle était prise le jour même de l'opération terroriste de Hamas le samedi dernier. Et donc effectivement, une opération de grande envergure. Certes, c'est une opération qui demande beaucoup de préparation. On appelle à des réservistes et là, on fait appel quand même à peu près 350 000. Beaucoup de, je dirais même aussi de préparation au niveau d'armement et de chaîne logistique par rapport à une opération militaire qui va avoir aussi un aspect terrestre, aérien et également maritime. Donc l'objectif qui était déclaré par l'état-major israélien, c'est l'éradication du Hamas de la bande de Gaza, mais pas plus que ça, parce qu'on ne sait pas comment Israël peut bien évidemment réagir à la question de prise d'otages. Est-ce qu'il y a des opérations de commandos qui vont être préparées concernant cette situation? Est-ce qu'il y a aussi une alternative politico-militaire concernant l'après-Hamas dans cette région, ou bien un contact avec l'autorité palestinienne? Là, je fais quand même appel que même la situation ou la relation entre l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien a connu beaucoup de tensions avant cette guerre. Le dernier contact ou rencontre de négociation politique, c'était en 2014. Et dès cette date, en fin de compte, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges entre les deux parties, sachant bien qu'il y a une coordination sécuritaire, certes, au niveau de la Cisjordanie entre l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien, mais sur la bande de Gaza, l'autorité palestinienne n'a pas la main sur le Hamas. Et même les dirigeants politiques de Hamas se prononcent qu'ils ont aussi, qu'ils veulent bien évidemment faire du chantage, on va dire, politique par rapport à cette opération. Donc effectivement, on est quand même face à une impasse politico-militaire concernant cette situation, avec un grand risque bien évidemment d'embrasement, sachant bien que la guerre, c'est une guerre hybride entre Israël et l'Iran, c'est une guerre asymétrique entre le Hamas et Israël. Là, je fais quand même un petit rappel que le nombre de soldats israéliens entre les réservistes et les officiels, on va dire, c'est à peu près 500 000, alors que les combattants normalement de Hamas, selon les chiffres américains, ça ne dépasse pas les 30 000. Même au niveau d'armement, il y a des grandes différences, mais dans ce genre de guerre, il se peut qu'avec des moyens techniques et également avec de l'armement tactique chez le Hamas, Israël peut rentrer dans un risque de guerre d'usure qui va bien évidemment exploiter son niveau militaire, qui va demander énormément également d'argent et de budget militaire. Israël dépense annuellement 23 milliards de dollars dans sa politique de défense. Une étude récente du Centre israélien de la politique économique qui dit que le coût d'opportunité de la guerre pour Israël, c'est à peu près 26% du PIB. Donc on est quand même face à des enjeux qui sont politiques, qui peuvent avoir des retombées sur la scène politique interne en Israël. Et je crois que c'est même l'enjeu du Hamas, c'est-à-dire faire plus de pression sur le gouvernement de Netanyahou, soit sur la question des otages ou aussi sur la question même de la longévité de la guerre. Et ça peut avoir beaucoup de conséquences, pas seulement sur les relations dans le Moyen-Orient, mais également au niveau mondial. Parce que quand on voit les déclarations de certains dirigeants dans la région, notamment la déclaration du président égyptien qui a refusé complètement le fait d'accepter des réfugiés palestiniens de la bande du Gaza au Sahara du Sinaï, montre clairement qu'on peut rentrer dans d'autres tensions. Alors justement, sur le terrain, à Younes Belfella, dans le nord de Gaza, ils sont des dizaines de milliers de Palestiniens à vouloir fuir, donc en direction du sud pour aussi, pourquoi pas, espérer franchir à la frontière et rejoindre l'Égypte. Ils essayent de fuir à pied, en voiture, en moto, avec le peu de choses qu'ils ont pu emporter. Hier, selon l'ONU, ils étaient plus de 420 000 à avoir quitté leur foyer. On voit ces images commentées par Florence Thiel et on en parle juste après.
Dans la bande de Gaza, c'est devenu une denrée rare et précieuse. Au sud de l'enclave palestinienne, dans les rues de Rafah, partout de longues files d'attente pour remplir des jerrycans d'eau ou un peu plus loin pour obtenir du gaz. Depuis l'annonce du siège complet de la bande de Gaza par les Israéliens il y a 4 jours, les habitants tentent de survivre. Une situation aggravée par l'arrivée de milliers de déplacés, poussés par Israël à quitter le nord de l'enclave. Nous risquons notre vie et venons de régions très éloignées pour avoir de l'eau. Et nous ne sommes pas assurés de revenir. Nous pouvons être bombardés. Il n'y a pas d'eau potable, pas d'eau pour se laver, pas d'électricité et aucun autre produit de première nécessité. Avec la menace imminente d'une offensive israélienne, des centaines de Palestiniens se pressent aux postes frontières de Rafah avec l'espoir de fuir vers l'Égypte. Comme ce père de famille et ses enfants en possession de passeports suédois. Mais devant eux, cette seule porte de sortie reste fermée. On veut partir, mais on ne peut pas, alors qu'on est confronté à la mort et au bombardement. On ne sait plus quoi faire. À quelques kilomètres de là, dans le ciel de la ville de Khan Younes, des fumées s'élèvent. Les bombardements israéliens continuent. Younes Belfella, on l'a vu, cette porte close à la frontière avec l'Égypte. On a le sentiment que sur place, les Gazaouis sont littéralement pris au piège. La situation humanitaire, je crois qu'elle est catastrophique. Il faut juste voir les déclarations et les communiqués des organisations internationales. Et on sait parfaitement la lourdeur, on va dire, de cette question, même des réfugiés pour la région. Là-dessus, je fais un petit rappel quand même qu'on est quand même au Moyen-Orient sur un nombre de 15 millions de réfugiés, palestiniens, syriens, yéménis. Les Palestiniens seuls représentent à peu près 6 millions de réfugiés qui sont distribués entre la Syrie, le Liban, la Jordanie et également l'Égypte. L'Égypte qui en fin de compte dispose de ce poste frontière avec le poste frontière de Rafah avec la bande du Gaza et qui a représenté dans les dernières années une obsession pour l'Égypte, une obsession sécuritaire principalement parce que la question des tunnels, le poste frontière du Gaza était également source de certaines transmissions de terroristes dans cette région et on sait parfaitement que l'Égypte, à partir de 2014, elle a mené quand même une grande guerre contre le terrorisme sur le Sahara du Sinaï. C'est pour cette raison d'ailleurs que il y a cette obsession aussi d'accepter le fait qu'il y aura des réfugiés, pas seulement parce qu'il y a un enjeu de remplacement de terre pour les Palestiniens dans le Sahara du Sinaï, mais c'est également avec un risque d'avoir des rentrées de terroristes en Égypte. Et pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, c'est parfaitement qu'il y aura des élections en 2024. En même temps, il y a une opinion publique égyptienne qui est très pro-palestinienne, sachant bien qu'il y a un accord de paix entre Israël et l'Égypte, mais je ne crois pas que le gouvernement égyptien peut aller loin dans cette question, et c'est pour cette raison que le refus il était même déclaré et il voulait rejeter la pression sur le gouvernement israélien et sur le rôle des États-Unis dans cette région. Donc c'est pour cette raison que même l'enjeu des réfugiés, et là-dessus permettez-moi d'ouvrir quand même une parenthèse, c'est qu'il peut avoir aussi des conséquences au niveau même européen, parce qu'on sait parfaitement que cette question des réfugiés était une question centrale depuis une dizaine d'années. On se rappelle bien évidemment du chantage qui était mené par le gouvernement turc avec l'Union européenne concernant la question des réfugiés syriens. Ça peut avoir aussi des séquelles sur la question de l'immigration clandestine. Et donc, c'est une question qui ne doit pas seulement être gérée par des gouvernements au niveau régional, mais je crois qu'il y a aussi une absence quasiment totale des organisations internationales, notamment l'ONU, concernant cette question. Alors, Younes Belfella, le Hamas annonce la mort de 3 combattants après, justement dans le sud du Liban, après leur infiltration en Israël. Depuis le Liban, on apprend aussi par ailleurs que les États-Unis ont décidé d'envoyer un 2e porte-avions en mer Méditerranée, avec évidemment cette inquiétude, le spectre d'un embrasement dans la région. Il y a 2 aspects concernant cette question. Le premier qui est un aspect militaire qui concerne le fait que Israël, bien évidemment, veut faire un blocage contre une entrée possible au potentiel de Hezbollah dans cette guerre, et sachant bien que même pour le Hezbollah, ça va être quand même
un risque très élevé parce que la situation interne au Liban, ne soutient pas une entrée du Hezbollah dans cette guerre. Et on sait parfaitement qu'il y a aussi un grand problème politique au Liban actuellement concernant l'élection du président. Je crois que même les contacts diplomatiques ou la visite de ministre des Affaires étrangères française, ça part vers cet aspect-là. Deuxièmement, il y a l'aspect du porte-avions américain qui est le deuxième dans cette semaine. Et effectivement, là-dessus, on sait que le message, c'est pas pour le Hamas, c'est pas pour le Hezbollah. Le message, c'est plus pour d'autres puissances. Les États-Unis d'Amérique veulent parfaitement sécuriser la Méditerranée orientale parce qu'on sait parfaitement qu'il y a des champs de gaz extrêmement riches, soit dans la bande de Gaza, à peu près 32 milliards de mètres cubes, en Israël et également au Liban, face à une entrée possible de certaines puissances, notamment la Russie et la Chine. Et si on voit la position de la Russie et la Chine pendant cette semaine, les deux pays n'ont pas condamné l'acte terroriste de l'opération du Hamas, la Chine aujourd'hui demande à Israël et cette question que oui, il y a un droit de légitime, mais avec une opération qui doit être très limitée. On sait qu'il y avait aussi des rencontres entre les dirigeants de Hamas et les dirigeants russes. Il y avait une visite, ça fait quand même une année, une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe et les dirigeants de Hamas. Il y avait 3 visites secrètes et la dernière, ça date quand même d'un mois entre certains dirigeants militaires de Hamas et d'autres dirigeants russes à Beyrouth. Donc ça montre quand même qu'on est sur un enjeu qui concerne une certaine concurrence très rude entre les puissances internationales concernant les jeux qui peuvent être menés et les rapports de force au Moyen-Orient. Je crois que les États-Unis est en train de revoir sa stratégie parce qu'elle a voulu à certains moments faire un désengagement, un retrait, une stratégie de repli de cette région. Mais vu l'étendue actuelle, vu la présence russe par des bases militaires même en Syrie, on risque d'avoir une guerre entre deux grandes puissances au niveau ou dans le terrain du Moyen-Orient, ce qui est vraiment un risque très élevé. Et on voit bien justement qu'il y a des enjeux au-delà justement des questions humanitaires et de territoire, il y a des enjeux géostratégiques qui sont énormes justement dans la région, d'autant que la Chine vient d'affirmer eh bien qu'Israël agissait au-delà, je cite, du domaine de l'autodéfense et que le gouvernement israélien doit cesser, je cite, de punir collectivement les Gazaouis. On voit clairement, et ça c'est le porte-parole de la diplomatie chinoise qui s'exprime, on voit bien justement que la Chine, qui est une autre très grande puissance, veut aussi s'affirmer dans la région. Mais à côté de ça, vous parliez tout à l'heure de l'absence totale des organisations internationales. Que fait l'ONU ? On a le sentiment d'une impuissance totale du Conseil de sécurité qui s'était pourtant réuni en urgence au lendemain des attaques du Hamas en Israël. Je reviens seulement sur la question de la Chine en rajoutant qu'il y a une alliance stratégique très forte qui a été signée en 2015 entre la Chine et l'Iran. Les déclarations chinoises rentrent dans ce cadre-là. On sait qu'également il y avait un grand accord militaire, à peu près 500 milliards de dollars entre la Chine et l'Iran en 2021. Le rôle joué par la Chine pour faire le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran montre clairement que la Chine également veut bien évidemment avoir sa part au Moyen-Orient. Maintenant, concernant la question des Nations Unies, on est face à une faillite claire et nette de cette organisation concernant les conflits au niveau mondial, pas seulement sur le Moyen-Orient, parce que la situation en Ukraine, en Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, actuellement au Moyen-Orient, montre clairement l'impuissance de cette organisation. Là, je fais un rappel quand même qu'il y avait ce qu'on appelait le Quartet, qui était géré par les Nations Unies pour résoudre le conflit du Moyen-Orient entre les Israéliens et les Palestiniens, et dans les États-Unis, l'Union européenne et la Russie, ils étaient membres. Ils ont même nommé un certain Tony Blair, qui était l'ancien Premier ministre britannique, pour gérer les négociations entre les deux parties. Actuellement, on est face à un échec cuisant de cette opération de négociation. De même, les Nations Unies n'arrivent même pas à faire une pression politique ou n'arrive même pas à préparer un cadre de ce qu'on peut appeler une préparation de négociation par la suite. Donc, ce qui fait que, franchement, personne maintenant dans le Moyen-Orient ne donne crédit, en quelque sorte, ou une certaine crédibilité aux Nations Unies. Et bien évidemment, la situation peut avoir d'autres conséquences. Et le principe qui est en train de s'incarner, c'est le principe de la force plutôt que le principe de la paix qui peut, par la suite, amener la stabilité et la prospérité de la population de cette région.
Merci infiniment. Merci Younes Belfella d'avoir été avec nous sur France Info. La matinale week-end, évidemment, se poursuit. On reviendra sur cette situation très tendue en Israël, dans la bande de Gaza. L'armée israélienne qui a annoncé repousser son intervention terrestre pour des raisons humanitaires. On y reviendra, bien sûr. Vous restez avec nous. D'abord, un point sur la météo. À tout de suite.